C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Dans le Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 9 de Jeux en triangle. Autour de cette table, les excellents David Hernandez et Geoffrey Stein, ou comment mettre un peu de soleil dans cette journée d'enregistrement un petit peu triste au niveau du temps. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ça va nickel, moi je suis pas triste. Karim Benzema est de retour en équipe de France. Et on a un temps de match de première ligue du samedi 13h30, quoi, logique. Là c'est un temps anglais, en accord avec le sujet, c'est clair et net. Le principe n'a pas changé, on prend 3 joueurs, on échange autour de leur parcours, de ce qu'ils nous ont laissé comme souvenir, et à la fin, chacun les classe en 3 catégories, titulaires sur le banc, au placard. On vous rappelle aussi qu'on est dispo sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Donc vos abonnements, vos 5 étoiles, vos partages sont tous très bons à prendre pour nous. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Allez, il est l'heure de se lancer dans le sujet du jour en revenant un peu au cœur du jeu. Dans un peu plus d'une semaine va démarrer l'Euro, dont l'Angleterre sera possiblement l'un des favoris pour la deuxième, troisième place. On va donc rendre hommage aux Three Lions, mais en évoquant des joueurs qui appartiennent au passé de cette sélection. C'est parti pour un débat autour de 3 milieux emblématiques du foot anglais, Steven Gerrard, Frank Lampard et Paul Scholes. Préparez votre tasse de thé, mais pas d'infusion nuit tranquille parce que ça va encore être animé. C'est parti pour l'échauffement. Allez, malgré la pluie, il faut bien s'échauffer. Geoffrey, est-ce que tu veux te lancer ? Et ben on va commencer avec l'ami Stevie G, Steven Gerrard. Alors moi, mon souvenir, c'est un souvenir de Gerrard et de Liverpool. C'est en 2015, février 2015. J'ai eu la chance d'aller à Anfield, d'aller voir un match à Liverpool en cadeau de Noël pour ma petite sœur qui est grande supportrice des Reds. Et voilà, c'était un moment assez magique en vrai, un moment un peu hors du temps, avec le You Never Walk Alone et tout le folklore qu'il peut y avoir autour des matchs à Liverpool. Et en plus, c'est une victoire un peu arrachée en fin de match sur le seul but de Balotelli en Première Ligue avec Liverpool d'ailleurs. Et Steven Gerrard fait pas un grand match, j'ai pas un grand souvenir de Gerrard, mais il met son petit penalty pour redonner l'avantage en début de deuxième mi-temps à Liverpool. Et il y a la petite chanson du COP derrière. Tu sens que c'est le gars du club à ce moment-là. Voilà, 2015, ça fait une quinzaine d'années qu'il est au top avec Liverpool. Son nom est scandé plus fort que les autres au moment de l'annonce des équipes. Tout tourne un petit peu autour de lui, surtout dans ce Liverpool qui est un peu entre deux générations et qui se cherche un peu. Et donc voilà, c'est un souvenir vraiment très fort d'avoir vécu ce moment-là à Anfield. Pour Frank Lampard, pour moi, c'est pas un moment, mais c'est indissociable du Chelsea, de Mourinho et de Drogba. C'est en fait, pour moi, je pense à Chelsea, je pense à Lampard, Mourinho et à Drogba, c'est vraiment la triade. Donc du coup, c'est vrai que ça couvre une période assez longue, même 2 périodes de Chelsea. Mais en fait, je vois que ça parce que j'ai pas de moments particuliers qui m'ont marqué chez Lampard. C'est pas un joueur qui a particulièrement marqué positivement ma psyché, parce que c'était pas une équipe pour laquelle j'avais un amour fou. Mais par contre, ce trio, je trouve qu'il représente un peu ce football des années 2000 au niveau européen. En fait, tu voyais toujours ces 3 gars-là, Mourinho, Drogba et Lampard. Et donc, du coup, ce football avec lequel on a grandi quand on était adolescent, en fait, ce Chelsea-là, il est absolument incontournable. Et Lampard en est une part, bien évidemment, prépondérante. Et Paul Scholes, alors c'est un truc un petit peu particulier. C'est une image qu'on tournait en boucle avec certains potes. Alors c'est un but, j'ai revu les images, ça doit être dans un stade typiquement anglais, type Norwich. J'ai pas réussi à identifier complètement l'adversaire, mais c'est une équipe qui joue en jaune. et l'image, elle doit dater de milieu des années 90, vu la qualité de la VHS. Et en fait, c'est un corner de Ryan Giggs, de la gauche, et directement en retrait pour Paul Scholes, qui met une volée. Ouais. Et en fait, c'était un geste qu'on a tenté, mais 10 000 fois,
de faire au stade des Gros Chênes derrière le buisson pour ceux qui connaissent, spécial dédicace au 9-1. Et c'est une combinaison qu'on a tenté de faire 10 000 fois à l'entraînement ou même on l'a tenté en match à se faire engueuler par le coach. Mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué et qui au final va un peu marquer la carrière de Scholes parce que c'est un mec qui met beaucoup de volets dans sa carrière, d'ailleurs beaucoup de très beaux buts. Et voilà, j'ai vraiment ce souvenir qui me vient en tête quand je pense à Scholes. Alors moi, pour continuer avec Paul Scholes, vraiment la première chose que ça m'évoque, c'est le Manchester United surpuissant de Cristiano Ronaldo, le United de 2008, la finale gagnée contre Chelsea. Pour moi, je vois Scholes, et juste à côté, je vois Tevez, je vois Rooney, je vois Ronaldo, je vois Vidic, je vois tous ces joueurs-là, ce maillot de Manchester United que j'aimais bien aussi à l'époque. Je repense à cette finale. Vraiment, Scholes, je l'associe à cette période-là de United, même si on est bien d'accord qu'il a traversé un tout petit peu les générations, notre ami. Ensuite, Steven Gerrard, ça m'évoque cette époque de la Première Ligue que personnellement je regardais énormément. L'époque des Liverpool-Manchester qui était enflammée, c'est le Liverpool de Gerrard Torres, les pénaltys, les nombreux Liverpool-Manchester où il met des buts, il met des pénaltys, il y a eu un coup franc contre United, il y a ces pénaltys filmés de derrière, vraiment c'est vraiment des souvenirs très forts, les petits bisous à la caméra pour célébrer, c'est la totale, la panoplie totale, beaucoup de très bons souvenirs de Gerrard et de Liverpool. Et puis Lampard, pareil, c'est plus global, effectivement, comme toi Geoffrey, je pense beaucoup à Drogba quand je pense à Lampard, mais c'est aussi plein de souvenirs de ses nombreux buts avec Chelsea, plein d'après-midi Première Ligue dans le canapé, et puis toute la panoplie technique de Lampard, j'ai plein de frappes assez lourdes qui me reviennent, des petits piquets, plein de buts différents, donc c'est vraiment une image d'un Lampard qui célèbre et qui fait vibrer un peu, quoi. Pour rebondir sur Lampard, du coup moi ça sera plutôt que sur lui, en fait c'est purement personnel. J'ai été à Stamford Bridge contre Tottenham il y a 10 ans, c'était le 30 avril 2011, un derby londonien pour un week-end à Londres de 3 jours, et c'était le Chelsea d'Ancelotti avec Torres qui venait d'arriver durant l'hiver. Et en fait c'est purement personnel parce qu'au final c'est le dernier voyage que je fais avec mon père, donc purement symbolique. Et il se retrouve à marquer un but complètement pété. T'as une boulette de Gomez dans la cage. Le ballon n'est pas rentré. Tout le monde crie au scandale. Et du coup, ça me fait penser à une autre action avec une certaine VAR qui n'existe pas et qui colle à la peau de Frank Lampard. Donc voilà, là, c'était vraiment purement personnel. Sur Gerrard, je suis un peu comme toi, Arthur. C'est vraiment son association avec Torres qui m'a fait adorer ce Liverpool. C'était pas le plus flamboyant des Liverpool et celui qui gagnait le plus. Mais cette connexion entre les deux, c'était vraiment du pur bonheur, comme tu disais, les dimanches après-midi sur le canapé, en voyant Torres froisser du défenseur de Manchester United. Voilà, j'en dis pas plus. Donc deux joueurs à leur summum qui m'ont fait kiffer cette équipe. Et pour Scholes, j'avais pas d'image particulière au début. Et en fait, j'en suis arrivé à la fameuse pub Nike de The Cage en 2002. Alors sur la version courte, on le voit pas. Pub de l'histoire. On le voit pas du tout, il est coupé et ça va aussi en dire beaucoup sur l'image et sur la perception qu'on a de lui. Mais quand on regarde la version longue qui dure 6 minutes, il fait équipe avec Van Nistelrooy et Vieira, ils sont éliminés dès le premier tour. Mais The Cage, au final, c'est la base pour notre génération 90. Peut-être la meilleure pub Nike, mais même la meilleure pub de foot qui a été réalisée à ce jour. On est chaud, messieurs, ça donne envie de poser des gros tacs dans une arme mouillée, là, clairement, sans protège tibia. Un peu longue. Ouais. C'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec la légende Steven Gerrard, aujourd'hui 40 ans. Il est actuellement entraîneur des Glasgow Rangers, avec qui il fait du très bon travail. C'est un joueur d'1m83 qui est évidemment associé à Liverpool puisqu'il y a joué entre 98 et 2015 avant une fin de carrière aux États-Unis du côté de Los Angeles Galaxy. Que dire sur Steven Gerrard en premier ? Peut-être que le premier élément qui revient, c'est cette Ligue des Champions 2005. En tout cas, c'est un des premiers éléments qui revient, symbole de l'état d'esprit de ce joueur conquérant, de ce joueur qui n'avait pas peur. Et qui est capable à l'époque de son jeune âge d'être le leader d'un des plus grands moments de l'histoire de Liverpool.
Ouais, ça va assez bien avec le fait, je trouve que c'est un joueur qui transmet des émotions. Complètement dans le partage. D'ailleurs, je pense que ça lui a un peu coûté. Il manquait un petit peu de froideur, cette froideur qu'on pouvait voir par exemple dans le Chelsea de Mourinho ou dans le Manchester United de Scholes et Ferguson. Lui, avec Liverpool, ça a toujours été quelque chose d'ultra passionnel. Il avait vraiment ça viscéralement vissé au cœur. Et donc du coup ouais, moi de Gérard, c'est énormément d'émotions, et notamment sur cette finale de Ligue des Champions, évidemment. Ça, c'est le grand moment de sa carrière avec Liverpool. Il aurait dû y avoir un deuxième s'il n'y avait pas eu une triste glissade contre Chelsea. Mais voilà, mais en fait ça fait partie aussi de l'amour, je pense, que beaucoup de gens ont porté à ce Liverpool. C'est que c'était un loser magnifique. On a peut-être cette tendance, nous, à valoriser ça, de cette équipe qui a été en quête désespérée de ce fameux titre de champion et qui ne l'a jamais eu. Et je trouve qu'en fait, malgré ça, on aura toujours cette image positive, parce que énorme classe, grande classe sur le terrain, en dehors. C'est très difficile en fait de trouver quelque chose à reprocher à Steven Gerrard. Quand on prend un peu le prisme français, Liverpool, c'est un peu cette équipe de coupe que tu sais dont tu n'attendras rien presque en championnat, mais qui est capable de faire des coups sur un match, sur plusieurs matchs ou sur toute une compétition. Et c'est exactement ce qu'on a retrouvé sous l'ère Benitez avec cette finale, comme tu dis, de 2005. Et aussi, en fait, dans cette finale de 2005, il est l'âme de cette équipe. Donc, il y a Xavi Alonso qui égalise, etc. Mais c'est lui qui va rameuter les troupes et qui va permettre de renverser la tendance. Et c'est aussi dans ça qu'il est leader, c'est qu'il est un leader vocal et technique, mais aussi un leader dans le fait de mettre des buts importants, des buts qui permettent de changer la physionomie d'un match. Il y a cette finale de 2005, et l'année d'après, dans la foulée, il gagne la Cup en 2006. Et en gros, ils perdent 2-1. Et c'est lui qui va permettre un changement total. Ils perdent à 3-2 jusqu'à la 91e. Et il marque le but égalisateur qui permet d'aller jusqu'au tir au but. Et dans ces séances de tir au but, il n'a jamais de défaillance. En finale de Ligue des Champions, il le marque. Et là, il le marque aussi. Il y a un élément dont moi, j'étais absolument pas au courant. C'est qu'il remporte une coupe de l'UEFA avec Liverpool contre Alaves. Match incroyable d'ailleurs. Et il est buteur là Ouais. aussi. Donc mine de rien, ça fait encore une finale de Coupe d'Europe dans laquelle il est buteur. 5-4 la victoire. Ouais, donc j'aurais beaucoup aimé voir ce match en direct. Mais sur ce côté leader, ça s'est retrouvé avec le brassard au bras, puisque en 2003, il prend le brassard de capitaine à Liverpool. Il l'a été dans 2 compétitions, je crois, avec l'Angleterre, en 2010 et 2012. En tout cas, il l'a eu assez régulièrement avec la sélection. Sélection qui reste cette petite frustration au sujet de Gerrard, et d'ailleurs des 3, ouais. des 2 autres joueurs, évidemment. Ils ont joué une seule compétition en commun, les 3. C'était en 2004, si je dis pas de bêtises, l'Euro 2004. On aurait évidemment aimé en voir plus de ces 3 joueurs, et donc évidemment de Gerrard en sélection. Ouais, clairement. Mais après, je trouve que si je devais après, c'est déjà comparé les 3, mais pour moi, c'est celui qui a quand même le parcours en sélection le plus honnête en fait. Celui de Scholes, il s'arrête un petit peu en eau de boudin parce qu'il fait un peu la gueule, il dit qu'il veut se consacrer à son club et à sa famille. Au final, il s'arrête très tôt, il arrête à 30 ans à peu près sa carrière internationale. Alors que Gerrard, il y allait tout le temps, il a toujours eu un rôle très important, alors qu'il a été plutôt privilégié par rapport à Lampard, alors qu'ils avaient un peu l'habitude de se marcher sur les pieds. Quand il a fallu choisir entre les deux, c'est plutôt Gerrard qui a été privilégié en équipe d'Angleterre. Donc je trouve que c'est celui qui a la carrière internationale la plus remplie. Et en effet, il y a quand même cette frustration de pas y arriver. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui fait la passe en retrait interceptée par Henry sur le but de Zidane sur le penalty qui permet de gagner 2-1 à l'Euro 2004. Donc voilà, il y a des petits évidemment qu'il y a une énorme frustration avec cette équipe d'Angleterre, parce que voilà, ces 3-là, ils ont joué ensemble une compétition, l'Euro 2004, mais Gerrard et Lampard, ils en ont joué beaucoup ensemble, et il y avait autour une génération dorée avec les Beckham, etc. C'est clair que ça restera une énorme frustration pour l'Angleterre de ne pas avoir réussi à faire mieux qu'un quart de finale de Coupe du Monde avec ces joueurs-là dans ses rangs. Par rapport aux 3, c'est peut-être celui qui, au cours de toute sa carrière, a été le moins bien entouré, sans dire que ses coéquipiers il était nul, mais c'est peut-être qu'en sélection où il a eu peut-être le plus gros potentiel pour pouvoir faire quelque chose, et il n'était pas tout seul, mais il n'a pas réussi à concrétiser ça, plutôt comme on peut le voir actuellement avec la Belgique, où ils ont une génération dorée, mais qu'ils n'arrivent pas à passer ce stade qui permettrait de gagner enfin un titre continental, quoi.
Et on parlait de tir au but, d'ailleurs, il en rate un contre le Portugal en quart de finale en 2006. C'est vrai. Bon, à sa décharge en sélection, il y a au moins cet Euro 2012 aussi où il finit dans l'équipe type et co-meilleur passeur de la compétition. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça prouve bien qu'il était quand même capable d'exister. On va parler aussi un peu du joueur qu'il est, parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je pense que si on parle de joueur box-to-box, Gerrard est peut-être le premier qui nous vient en tête. Volume extraordinaire, effort défensif, capacité à être décisif dans les 30 derniers mètres, et une frappe monumentale qui a donné lieu à des buts à l'appel, des buts mythiques à l'appel. Ouais, clairement, et aussi cette frappe monumentale arrive avec la qualité de son gelon. Très très fort dans le gelon, et je trouve que ce qu'il avait en plus, c'est cette capacité dans le gelon à être à la fois sur de la passe un peu lobée et sur de la passe très tendue, très forte, pour trouver des coéquipiers dans la profondeur. Je trouve qu'il maîtrisait vraiment ce geste à la perfection. Et aussi, je trouve que par rapport aux deux autres, il avait cette capacité à porter le ballon sur une vingtaine de mètres pour casser des lignes un peu plein axe, qui permettait vraiment d'en faire un joueur qui avait toutes les qualités pour faire avancer la balle. En fait, tu pouvais le faire avancer par la passe ou par sa conduite de balle. Et je trouve que voilà, il n'y avait quasiment pas mieux pour gagner 30 mètres sur un terrain que Gerrard. Ouais, pour moi, c'est le plus complet des trois si on se fie vraiment aux tâches offensives et défensives. Et en même temps, dans son évolution dans sa carrière, il y a eu quand même une bascule dans le fait, au moment de l'arrivée de Mascherano à Liverpool en 2007, il se retrouve vraiment à être beaucoup plus porté vers l'offensive, et ça se ressent aussi dans ses stats. Et c'est aussi ce qui permet le fameux duo avec Torres de vraiment éclater, c'est qu'il est beaucoup plus présent vers la zone de vérité. Et dans un sens, c'est con, mais le fait qu'il soit peut-être plus porté vers l'avant, ça a aussi correspondu à sa période peut-être la moins prolifique en termes de résultats collectifs, où Liverpool n'arrive plus à faire ses exploits européens, ou même sur la scène nationale avec des Coupes d'Angleterre. Et c'est quand même, je trouve que c'est paradoxal que lui soit peut-être plus mis en avant personnellement, et que Liverpool soit un peu moins présent sur la scène footballistique, quoi. Il y a quelque chose qui aurait pu changer complètement sa carrière, c'est les plusieurs fois où il a été associé avec beaucoup d'insistance à Chelsea. Je crois qu'il y a 2 fois où il est tout proche de partir de Liverpool pour Chelsea. Ça aurait été intéressant, mine de rien. Bon, la légende de Gerrard, c'est Liverpool, donc c'est ce qui fait aussi le charme de ce joueur, c'est qu'il est associé à ce club complètement mythique. Mais de voir Gerrard, pour rebondir sur ce que vous disiez, dans un club un peu mieux entouré, avec peut-être même plus de moyens, plus de qualité autour, ça aurait peut-être été intéressant. Et autre chose qui aurait pu donner une autre tournure à sa carrière, c'est qu'il a été opéré 4 fois, je crois, à cause de blessures à l'aine. Donc ça fait quand même, mine de rien, mis bout à bout, pas mal de pépins physiques. Et peut-être qu'un Gerrard encore plus au top physiquement, ça aurait permis d'avoir une carrière encore plus pleine que celle qu'il a vécue. Ce que je trouve quand même fort, c'est qu'il a réussi à s'adapter un petit peu à des contextes différents. Il a connu forcément sur toutes les saisons qu'il a passées à Liverpool, il a connu beaucoup d'entraîneurs différents, beaucoup de partenaires différents. Et par exemple, sur la saison où Liverpool est tout proche de gagner le titre en 2013-2014 avec Suarez, on voit encore un Gerrard différent. C'est presque le meilleur Gerrard, parce que là, il va être un peu dans cet entre-deux, entre le joueur qui est capable d'être au départ des actions et à la fin. Je le trouve à une plénitude physique alors qu'il a 33-34 ans. Et c'est pour ça que c'est encore plus rageant, parce que vraiment, il a un impact énorme. La saison de Suarez est exceptionnelle avec ce Liverpool. Mais Gerrard, c'est vraiment l'âme de cette équipe de Liverpool. Et encore à son âge, il arrive à y aller, à retourner au charbon. Et vraiment, cette saison, je la trouve très belle, parce que tu sens qu'il a vraiment tout donné. Derrière on le sent un peu vidé, et la fin de sa carrière sera un petit peu plus difficile. Il a tout donné sur cette saison pour avoir ce dernier espoir de décrocher ce titre de champion, et je trouve ça très, très romantique. Ouais, puis c'est vrai que il a tout donné à ce moment-là. Et en 2005, pour revenir rapidement sur cette année-là, c'est extrêmement fort ce qu'il fait cette saison-là. Évidemment, il gagne la finale de Ligue des Champions dans la foulée d'une offre de Chelsea à l'été précédent d'ailleurs. Meilleur footballeur de l'année UEFA, meilleur joueur de la finale, 3e au Ballon d'Or, et puis il fait 3 top 10 du Ballon d'Or en carrière. Donc individuellement, il a montré que même si c'était avant tout un joueur de collectif, il a montré qu'il était capable vraiment de sortir du lot, quoi. Et au final, c'est cocasse, parce que quand tu dis qu'il finit 3e du Ballon d'Or en 2005 en gagnant avec des champions,
Le deuxième, c'est Frank Lampard. Donc au final, leur carrière, toute leur carrière, ils seront liés quoi qu'il arrive. Ils font presque même les mêmes choix de carrière parce que, sans parler de Lampard tout de suite, mais ils finissent tous les deux en MLS. On a l'impression qu'en fait, ils voulaient pas. Ils essayaient de se détacher, mais en même temps, ils étaient forcément liés quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de leur carrière. Ça nous permet de faire la transition avec l'ami Frank Lampard qui a 2 ans de plus, Lampard 42 ans, 1m84, donc presque le même gabarit. Pour lui, l'aventure commence à West Ham, entre 1995 et 2001. Son papa était joueur de West Ham, si je ne m'abuse. Il est prêté une saison à Swansea en 95-96, et puis ensuite, après West Ham, il rejoint Chelsea entre 2011 et 2014. Un petit détour par Manchester City, 2014-2015. New York City, c'était un peu le même contrat, 2015-2016. Et ensuite, il est devenu entraîneur de Derby County, puis de Chelsea, avant d'être limogé au profit de Thomas Tuchel. Gerrard est associé à Liverpool, Lampard est associé à Chelsea, c'est aussi simple que ça. Moi, il y avait une stat qui m'avait impressionné, c'est sa stat de longévité, enfin de régularité avec Chelsea. Il y a une période où il fait 164 matchs d'affilée en Première Ligue. Ça s'arrête en décembre 2005. Donc après plus de 3 saisons de suite avec tous les matchs de Chelsea de Première Ligue disputés. Incroyable. Ouais, après ça n'a rien à voir, mais c'est pas pour rien non plus qu'il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de Chelsea. C'est qu'il a une régularité qui en fait presque une machine. Personnellement, quand je pense à Lampard, par rapport à Steven Gerrard, c'est que l'un c'est vraiment l'émotion et l'autre c'est presque le sang-froid. C'est clinique, quoi. C'est vraiment comme ça. Peut-être que par rapport à Gerrard, ils ont peut-être pas aussi le même rôle. Pour moi, il y en a un qui est vraiment beaucoup plus, comme on l'a dit, Gerrard, beaucoup plus box-to-box. Et Lampard a toujours eu depuis ses débuts à Chelsea, il a toujours eu cette volonté d'être porté vers l'avant, donc qui se retrouve aussi dans ses stats, où j'ai vu 10 fois à plus de 10 buts en 13 saisons à Chelsea. En plus, c'est de suite, je crois que c'est un record en Première Ligue. Et c'est quand même assez incroyable pour un milieu de terrain. Ouais, clairement, si on part sur les stats, pour les évacuer, c'est 5e meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue pour un milieu de terrain. Il fait une saison en 20 buts, 20 passes décisives. Et puis, en fait, ce qui m'impressionne avec Lampard, comme vous disiez, sur sa longévité, il a près de 1000 matchs. Si tu comptes club et sélection A, 1000 matchs sur 20 saisons, c'est monstrueux, et toujours avec vraiment un vrai souci de l'efficacité. Comme tu disais, chez Lampard, il y a un côté clinique, j'irais pas jusqu'à dire robotique, parce qu'il y a du charme quand même dans le jeu de Lampard, mais on sent qu'il y a une vraie recherche de l'efficacité constante, et sur le côté volume de jeu, en effet, moins box-to-box que Gerrard. En fait, surtout, je trouve que c'est un tempo plus contrôlé. En fait, il va très souvent venir de derrière pour récupérer un petit peu les miettes. Moi, quand je pense à Lampard, je pense souvent à ces petits ballons qui traînent dans la surface. Et Chelsea en avait beaucoup parce que ça pesait offensivement à l'époque. Ces petits ballons qui traînent dans la surface, et lui, il est là pour mettre le petit pied, pour la pousser au fond. Et je trouve, j'ai souvent cette image de ballon qui va récupérer en retrait, où il arrive un petit peu après l'action. Toujours un peu l'intelligence d'être dans le bon tempo au bon moment, mais pas forcément en étant très souvent à 100% en termes de course. C'est pas un joueur très rapide, il a un volume d'activité assez important, mais ça va être sur un petit tempo en trottinant tout le temps. C'est vrai qu'il a ce côté un peu plus de malice, d'intelligence dans le placement, de sentir les coups, et moi ça m'aurait pas choqué de le voir 9,5, et d'ailleurs il l'a été par moment, mais c'est vrai que pour rejoindre David, c'est un joueur que moi je vois comme, même s'il était capable de partir de plus loin, comme vraiment beaucoup plus un numéro 10, voire un 9,5, capable d'avoir les très très bons gestes dans la surface, des 2 pieds. Il a mis un nombre de pénaltys incalculable, je pense. Il frappait parfaitement aussi les corners, les coups francs, voilà. Et puis ce sens de la passe décisive aussi. Dernière statistique qui va rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais il y a quand même 4 saisons où il finit meilleur buteur de Chelsea, donc c'est-à-dire que souvent la vedette c'était lui et c'était même pas son attaquant, donc ça en fait un joueur au profil plus marqué peut-être que les 2 autres, en tout cas beaucoup plus porté vers l'avant, et beaucoup plus intéressant dans les 30 derniers mètres, vraiment. On le décrit souvent comme un milieu relayeur,
ce qui au final dans l'appréciation du match et de ce qu'on peut voir n'était pas vrai en soi. Et il avait souvent plus un milieu défensif comme Michael Essien ou Bill Miquel qui était vraiment là pour faire les tâches défensives et lui permettre d'avoir une liberté offensive beaucoup plus importante que pourraient avoir les deux autres. Ouais, clairement, et ça lui permettait notamment de mettre à exécution sa qualité de frappe. Je trouve qu'il a une frappe un petit peu moins lourde, je dirais, que Lampard, où tu avais l'impression d'un peu plus de puissance vraiment brute, que Gerrard, pardon. Tu avais l'impression de puissance brute chez Gerrard. Chez Lampard, c'est un petit peu plus travaillé. Notamment, je trouve qu'il y avait cette faculté un petit peu, on parle souvent de Juninho ou de Pirlo, on en a parlé la dernière fois, sur ses frappes flottantes. Lampard était vraiment capable d'envoyer ses frappes flottantes avec ses nouveaux ballons des années 2000, sur les coups francs notamment. Et il y a aussi une force, je trouve, chez Lampard par rapport aux deux autres, c'est que pied gauche, pied droit, le niveau d'efficacité est vraiment le même pour le coup. Et ça va, je trouve, avec la recherche de la précision. C'est-à-dire qu'en fait, en général, quand tu as un pied fort, c'est surtout que tu as un pied très puissant par rapport à l'autre. Vu que lui, il jouait pas forcément sur la puissance de la frappe, du coup, qu'il a développé complètement la précision de ses pieds, et ça donnait ce côté un peu ambidextre, où il était vraiment capable de mettre des frappes de 20 mètres des deux pieds sans la moindre différence. Il y a un petit point sur lequel il se démarque, on va dire qu'il est entre les deux, c'est en termes de palmarès. On va surtout s'étendre sur celui de Paul Scholes, je pense, après, qui est particulièrement intéressant. Mais juste pour le refaire vite fait, Lampard, il a 3 Premières Ligues quand même, plus 4 fois deuxième avec Chelsea. Il y a 2 Community Shield, bon voilà, c'est presque une formalité, quelques League Cup, quelques FA Cup aussi, mais il y a une Ligue des Champions et une Ligue Europa aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour encore faire un parallèle avec Gerrard, je trouve que leur personnalité est assez similaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez et j'aimerais bien savoir comment ils sont perçus tous les deux en Angleterre. Je ne les ai pas assez vus pour vraiment le savoir, mais de l'extérieur, il y a quand même des deux côtés un leadership, un côté sur le terrain peut-être intransigeant, mais à la fois ce côté un peu en interview, etc., de gendre idéal, de personnes très polies, qui s'expriment très bien, etc. Je trouve qu'ils sont assez comparables sur ce niveau-là aussi. J'ai moins envie d'aller boire des bières avec Lampard quand même. Oui, parce qu'il fait plus sérieux de prime abord. Mais j'ai vu des interviews récemment, alors peut-être qu'il a évolué avec l'âge, j'ai vu des interviews récemment où vraiment, moi je vais boire même 2-3 bières avec lui. Mais peut-être qu'au bout de 3, il commence à être marrant. Moi je vais peut-être revenir, j'en parlais tout à l'heure pendant l'échauffement, mais ce possible but refusé en quart de finale, on parlait de la sélection en quart de finale du Mondial 2010 contre l'Allemagne, qui peut, alors c'est un but égalisateur, donc on ne peut pas savoir ce qui peut se passer derrière. Mais dans cette génération dorée qui a un peu manqué son rendez-vous, ça aurait pu changer beaucoup de choses pour lui, mais aussi pour Gerrard et pour toute la sélection anglaise qui court après un titre depuis des années et des années, quoi. Et pour le coup, quand je parlais tout à l'heure du fait qu'à un moment on a privilégié Gerrard à Lampard, je pense aussi que son profil à Lampard était un peu plus difficile à intégrer un collectif. À Chelsea, globalement, c'était bâti autour de cette colonne vertébrale, Sedge, Terry, Lampard, Drogba. Je trouve qu'en Angleterre, c'était plus difficile de faire un système au milieu autour de lui. Et donc, du coup, on le voit vraiment sur sa carrière internationale qui est un petit peu plus décousue que celle de Gerrard. Lui aussi rate son tir au but contre le Portugal en 2006. Comme quoi, ils sont vraiment liés jusqu'au bout. Donc voilà, je pense que c'est un des signes qui me fait dire que peut-être Lampard avait peut-être une faculté un peu moindre par rapport à Gerrard à se fondre de n'importe quel collectif. Peut-être qu'aujourd'hui, au final, son profil correspondrait parfaitement au ce qu'on attend d'un numéro 8 moderne, au final. Et qu'aujourd'hui, on aurait peut-être moins... milieu de terrain, ouais. On aurait peut-être moins de mal à l'intégrer aujourd'hui à un milieu à 3 ou voilà. On va passer à Paul Scholes, vétéran de ce trio. 46 ans, 1m68, on perd une bonne dizaine de centimètres. Ma taille, parfait. Manchester United entre 1994 et 2011, puis entre 2012 et 2013, parce qu'il y a une première retraite et il revient. Et puis ensuite, il était très brièvement entraîneur de Oldham Athletic, je crois que c'est son club dont il est fan, son club d'enfance. Ce que j'ai noté chez lui, une stat assez marrante, alors c'est sur Transfermarkt, je leur fais confiance, il a 710 matchs avec Manchester United, disputés avec Manchester United, c'est exactement le même nombre de matchs que Steven Gerrard avec Liverpool. Voilà, c'est pour la petite histoire. Faites-en ce que vous voulez.
Je vous laisse enchaîner. Vas-y, t'enchaîner après ça. C'est pas le meilleur lancement que t'aies fait. Hein. Non, bah, pour le coup, si on parle de longévité avec Manchester, tout à l'heure, on parlait de palmarès. Et en effet, c'est ça, Scholes, ce Manchester. Le palmarès, bah, je vais pas dire de bêtises, hein, mais c'est 11 titres de champion d'Angleterre. C'est drôle quand même. 11 titres de champion d'Angleterre, 2 Ligues des Champions et 7 coupes nationales, si tu comptes tout. Donc il y a 4 FA Cup et 3 coupes de la Ligue. Voilà, après, je vous épargne les Community Shield, Coupe du Monde des clubs et autres réjouissances. Mais bah, voilà, c'est un palmarès incroyable. Bien sûr, Scholes n'est pas tout seul dans cette réussite. C'est la réussite, avant tout, presque, je dirais, de Sir Alex Ferguson, même si ça serait réducteur là aussi. Mais Scholes, il est partie intégrante de tout ce qui s'est fait à Manchester dans cette période-là, en fait. Il a tout le temps été un titulaire indiscutable, tout le temps une plaque tournante absolue. On a parlé de Xavi. En fait, bah, c'est le Xavi roux, tout simplement. C'est un joueur qui était l'homme qui donnait le tempo à ce Manchester United. Il a pu être dans des Manchester dominateurs qui jouaient la possession. Il a pu être dans des Manchester qui étaient un petit peu plus dans un jeu direct. Il a toujours réussi à s'imposer comme un joueur indiscutable. Vraiment, pour moi, on est... Tu vois, tout à l'heure, on disait que potentiellement Gerrard était le plus complet. Bah, pour moi, ça serait plutôt Paul Scholes. Parce qu'il le fait peut-être pas avec la même régularité, par exemple, dans les 30 derniers mètres adverses, mais en fait, il est vraiment capable de tout faire. Il est capable d'être au début de l'action et à la fin, avec un QI foot. Enfin, je n'ai même pas les mots pour son QI foot, c'est 190 easy. Enfin, franchement, ouais, il a vraiment toutes les qualités du milieu de terrain des années 2000, type Xavi. On en revient encore à cette perception qu'on a de Paul Scholes, qui est beaucoup trop, à mon goût, sous-estimée par rapport à ce qu'il a fait. Alors oui, il est tombé dans le Manchester de Cantona au début. Ensuite, il tombe dans le Manchester de Beckham. C'est pas lui qui prend la lumière à chaque fois, mais il est là tout le temps. Je crois qu'avec Giggs, si je dis pas de conneries, c'est les deux seuls à avoir réussi à gagner 3 titres sur 3 décennies différentes. Alors je sais pas si c'est tout à l'échelle de l'Europe ou juste de la Première Ligue, mais ça montre aussi sa longévité et le fait qu'à la base, il était attaquant. C'était un attaquant et c'est sur une blessure de Roy Keane qui Sir Alex Ferguson le fait redescendre d'un cran et du coup il va plus bouger de ce poste. Et au final, il était le parfait complément de l'Irlandais. T'en avais un qui mettait les taquets. Wow, et après, après, Paul Scholes aussi avait un fighting spirit. Oui. C'était le bon fighting spirit de la Première Ligue de la fin des années 90, début des années 2000. Mais avec cette science du jeu et cette lecture du jeu qui était incomparable. Je me souviens aussi de quand je me suis refait de certaines vidéos. C'est transversal en mode volée, bien sèche, etc. C'est, comme tu disais, c'est le Xavi roux et avec un peu le bagage technique et le bagage physique en plus. Ouais, bah, c'est vrai que l'autre fois, pour en revenir au podcast sur nos 3 milieux de terrain, Pirlo, Xabi Alonso, Xavi, on faisait la différence entre le jeu de passe de Xabi Alonso et celui de Pirlo, si je ne m'abuse, entre des passes plus décisives et d'autres plus de positionnement. Bah, je trouve que lui avait un peu les deux dans la panoplie. Qualité de pied incroyable. Je me suis refait comme vous des compiles. Alors il y a des transversales, mais il y a aussi beaucoup de buts assez spectaculaires. Donc c'est vrai qu'il avait ce style rugueux en plus, mais il était capable d'un peu tout. Et tu parlais de Xavi tout à l'heure. C'est justement Xavi, on a dit beaucoup de bien de Paul Scholes. Il était vraiment, j'avais vu des interviews où il était en admiration devant lui. Et ça peut paraître étonnant comme ça, mais en fait, ouais, Paul Scholes, on l'a un peu moins vu parce qu'il brille moins, il est un peu plus dans l'ombre et ça fait partie aussi de sa personnalité. Mais ça restait un joueur très très complet et vraiment un meneur reculé comme on peut en voir beaucoup aujourd'hui. Mais pour en revenir à son caractère, s'il était rugueux, c'est vrai que lui a été beaucoup moins capitaine que les deux autres. Et donc c'est un joueur qui a été beaucoup plus habitué à évoluer dans l'ombre de toutes les stars qui l'entouraient. Ouais, clairement, je pense qu'il paye un peu justement sa discrétion, mais je pense qu'il l'a cultivé, cette discrétion. Il n'a pas vraiment cherché à prendre la lumière. Et pourtant, vraiment, moi, je dirais pas que c'est le joueur le plus important de cette période de Manchester, mais vraiment pas loin, parce que il a tout le temps fait le point d'équilibre, en fait. Tout le temps été là pour être celui qui est un peu le garant de cette identité, de ce jeu. Parce que il
il y avait tout le temps cette patte Manchester, mine de rien, qui était caractérisée par un certain pragmatisme, beaucoup d'efficacité, et cette espèce d'envie de gagner viscérale, les fameux Fergie Time. Et Scholes, 15 ans sur le terrain, il a toujours dégagé cette impression de vouloir gagner le moindre petit ballon, de vouloir toujours se mettre au service du collectif. Et aussi, 1m68, une agressivité énorme dans les duels, d'ailleurs qui lui a valu, je crois qu'il est 5e joueur le plus averti de l'histoire de Premier League, et 2e en Ligue des Champions. Après, c'est aussi parce qu'à l'époque, Manchester, ça allait en demi-finale à chaque fois, donc ça jouait pas mal de matchs de Ligue des Champions. Ça lui a coûté la finale de 99. Ouais, exactement. Voilà, il est suspendu pour la finale de 99. Donc voilà, Scholes, c'était un mec qui savait tout faire sur le terrain pour faire gagner son équipe. Si ça devait aller au charbon, il allait charbonner. Si ça devait jouer Roga Bonito, il savait faire. Sa faculté à, comme Xavi un petit peu, redoubler les passes au milieu de terrain, les petites passes de l'extérieur du droit, parce que par contre le pied gauche, ça c'est aussi un truc que j'ai vu avec les compiles, c'était optionnel. Ouais. C'est très très souvent pied droit. Donc voilà, ça mettait des extérieurs incroyables. Ouais, vraiment la qualité technique et de première relance de Scholes, c'est un niveau qu'on a très rarement vu. C'est vrai qu'il a accompagné l'excellence de Manchester United sur plusieurs saisons. Paul Scholes, 19 saisons à United, 16 fois dans les 2 premiers en première ligne. Donc, c'est juste ahurissant. Il a accompagné ça et il en a été évidemment un acteur majeur. Il y a eu quelques moments importants. Tu parlais de la finale de Ligue des Champions 99 à laquelle il n'a pas participé, mais il met un but important en quart de cette Ligue des Champions-là. Je ne saurais plus vous dire contre qui. Il est buteur en demi contre le Barça aussi, en 2008. Une frappe incroyable. Voilà, frappe incroyable. Donc, vraiment un des symboles, quand on évoque Manchester United, de l'excellence des Red Devils sur la durée. Mais au final, tu vois, tu dis sur les 15 ans, les 20 ans de carrière qu'il fait, c'est ce but presque contre le Barça qui va rester un peu comme une signature de Paul Scholes sur l'ensemble de sa carrière. Et ça en dit beaucoup aussi de la perception qu'on a, c'est que c'est juste entre guillemets un petit but qui le symbolise lui comparé aux 2 autres où on dit on savait pas quel but trier, quel but choisir pour l'échauffement, pour le souvenir, parce qu'il y en a tellement, alors que Scholes, il y en a pas tant que ça au final. Ouais, ces stats, elles sont, si on parle vraiment de stats, beaucoup, on le compare à Xavi. Les stats de Xavi sont quand même 2-3 crans au-dessus. Il y a une saison à 20 buts de compétition confondue. Bon, après, les buts, voilà, mais même en passe décisive, il a 55, et vraiment là, c'est stats officielles de la Première Ligue, 55 en 500 matchs de Première Ligue. Donc ça fait une tous les 10 matchs. Pour un joueur du talent et de l'influence de Paul Scholes, ça reste un petit peu décevant. Après, ce qui est intéressant à noter, c'est que tu disais tout à l'heure 1m68, il a mis une centaine de buts en Première Ligue, il y en a 18 de la tête. Pour un gars qui fait 1m68. Et là, pour le coup, on en revient à son intelligence, à son placement, à son timing. C'est un joueur qui, avec un ballon, savait faire tout et tout très bien, quoi. C'est vraiment ça qui caractérise Paul Scholes. C'est sa retraite, sa deuxième retraite en 2013, qui est au final pour moi le symbole de ce manque d'exposition qu'il peut avoir, c'est qu'il prend sa retraite en même temps que Sir Alex. Et du coup, c'est passé sous silence, il prend sa retraite dans l'anonymat presque complet, sans avoir les hommages qu'on pourrait lui donner, alors que c'est Sir Alex Ferguson qui prend tout, à la différence de ce qu'a pu avoir Gerrard ou Lampard du côté de Chelsea ou de Liverpool, quoi. Mais peut-être qu'il le fait exprès. Hein. Ouais, ça se trouve. Hein. À voir s'il le voulait vraiment, parce qu'a priori, il y avait quand même une timidité qui était presque maladive, quoi. Donc, ouais, non, mais c'est clair. Et au final, on parlait du Ballon d'Or, il se retrouve à avoir 0 vote dans toute sa carrière sur le Ballon d'Or. Ah, j'avais pas cette stat. Okay. Pas le moindre vote. Pas le moindre vote. Il est nominé, mais il n'a jamais eu un seul vote. On va passer au temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. C'est parti pour le moment de vérité. On commence avec le classement de Geoffrey. Bien, tu n'avais pas de vote au Ballon d'Or, tu auras le mien, Polo. Titulaire chez moi, Paul Scholes. Parce que voilà, 1m68, une tête qui ressemble pas à grand-chose. Petit gamin asthmatique et qui avait le syndrome d'Osgood-Schlatter au genou. Et qui pourtant a réussi à faire une carrière incroyable. Au-delà de tout ce palmarès fou avec Manchester, c'est vraiment pour moi le joueur le plus complet des trois, le joueur qui savait tout faire sur un terrain. Vraiment, admiration profonde et totale pour la carrière de Paul Scholes. En remplaçant, ça sera
forcément Stevie G, parce que je ne peux pas le mettre au placard. Beaucoup trop impactant dans ma vision du football et de la Première Ligue. Vraiment, quand je pense à la Première Ligue des années 2000, je pense à Steven Gerrard. Et joueur qui m'a transmis des émotions comme peu m'en ont transmis quand j'avais pas de lien direct avec eux par l'équipe de France ou par le PSG. Steven Gerrard fait partie de ces joueurs qui m'ont transmis des émotions très très fortes et voilà, qui me font penser à la Ligue des Champions sur TF1 par exemple. Et voilà, ça reste des souvenirs très marquants dans mon adolescence. Et Frank Lampard au placard, franchement, c'est pas qu'un choix de foot, on va pas se mentir, c'est aussi un choix de cœur. Ce Chelsea-là et ce Lampard-là m'ont jamais fait vibrer. C'était toujours clinique, ses stats sont incroyables, un joueur vraiment de très très grand talent. Mais il me manquait un petit truc pour vibrer avec le Lampard et voilà, ça se retrouve dans mon choix et le placard lui ira très bien. Alors, je vais avoir Steven Gerrard, moi, comme titulaire. Gerrard, il lui manque ce titre en Première Ligue qui n'est pas passé très loin, mais la Ligue des Champions de 2005, c'est, dans l'imaginaire tout du moins, c'est vraiment un peu la sienne quand même. Un joueur passionné qui donnait des frissons tous les week-ends et qui m'a vraiment fait comprendre ce qu'était l'amour d'un maillot, mais vraiment, et qui m'a fait frissonner à plus d'une reprise également. Sur le banc, Paul Scholes, j'étais tout proche de le mettre numéro 1 moi aussi, parce que j'étais plutôt d'accord avec ce que tu disais, Geoffrey, sur le fait que c'était le plus complet des 3 joueurs. Un palmarès et une capacité à traverser les générations qui est ahurissant. C'est vraiment, moi, l'affect qui m'a fait mettre Gerrard au-dessus plutôt que le football pur. Et puis Lampard au placard parce qu'il en fallait bien sûr. Du coup, je répète un peu ce que tu viens de dire, Geoffrey, mais j'ai un peu moins de sympathie pour lui que pour Gerrard, un peu moins pour Chelsea que pour Liverpool. Et puis on lui associe moins de grands moments aussi. Il n'y a pas ces moments marquants. On l'a vu tout à l'heure, on avait peut-être un peu plus de mal à aller chercher des souvenirs très précis de Frank Lampard. Et c'est peut-être ce qui va me manquer. Et même si je parlais de personnalités assez similaires avec Gerrard, peut-être un peu plus de sympathie quand même pour Gerrard que pour Lampard. Je vais casser un peu les codes et je vais commencer par celui que je mets au placard. Et je vais mettre Paul Scholes. Parce qu'en fait, si je m'appuie seulement sur la partie footballistique, Paul Scholes, je le mettrais numéro 1 sans hésitation. Mais par rapport à son aura et par rapport à ce qu'il a, son poids dans l'histoire de Manchester, donc sans dénigrer ce qu'il a fait, mais je trouve que les deux autres ont eu un vrai impact personnel sur l'histoire de leur club respectif. Et c'est ce qui me pousse à mettre Paul Scholes au placard. Et bon, derrière, on va pas se mentir, c'est choisir entre 2 grands crus. Et du coup, les deux font les mêmes carrières. Donc, j'ai presque hésité à les mettre tous les deux en titulaire. Mais de manière affective, mon cœur va pencher du côté de Steven Gerrard. Parce que, comme tu l'as dit, Arthur, il y a 2005, cette nuit de 2005, cette nuit d'Istanbul, qui fait qu'elle reste dans l'esprit, qu'elle reste dans pas même sans dire l'inconscient, mais dans tout ce qui touche Liverpool. Et cette image en fait de lucky loser qu'on aime tant en France fait que je le mets titulaire et je mets Lampard en remplaçant qui a la différence de Gerrard, a plus ce côté machine comme je l'avais déjà dit pendant le match, mais qui ne doit pas faire oublier l'impact qu'il a eu à Chelsea. Si Chelsea aujourd'hui est une place forte de la Première Ligue, c'est aussi par rapport à grâce et par rapport à Frank Lampard. Bon, s'il y a des supporters de Chelsea et de Frank Lampard, n'hésitez pas à vous manifester, à nous envoyer vos classements. 3 classements différents, c'est presque ça, jamais arrivé dans l'histoire courte de jeu en triangle. Un peu plus courte que la carte des 3 hommes. Voilà, légèrement. Surtout celle de Paul Scholes. Donc on attend vos remarques, vos classements, vos avis, vos accords, désaccords. Et puis on vous retrouve chaque lundi sur Spaces, sur Twitter, pour débattre, prolonger cette discussion. D'ici là, portez-vous bien. Merci encore David et Geoffrey, et à très vite. Merci à tous. Merci à toi et merci à tout le monde.